Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cette troisième rencontre Vital Vert, le rendez-vous annuel des professionnels engagés comme vous. Donc merci de nous avoir rejoints à distance. C'est un événement qui est destiné à la communauté des clients qui ont choisi électricité Vital Vert ou gaz Vital Vert pour leur approvisionnement. Donc j'espère que vous êtes bien installés et avant de commencer, j'ai une petite information à vous donner. Vous pouvez à tout moment poser vos questions à travers le chat du Teams sous mes questions. Donc vous nous laissez votre nom, l'entité que vous représentez et normalement le tour est joué. Donc vous pouvez le faire déjà dès maintenant, il n'y a pas de souci. Ça c'était pour les aspects pratiques. Au niveau du contenu, donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à l'honneur la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, communément appelée EPIA. Et compte tenu de la situation, notre visite sera virtuelle, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller au cœur de ce centre de compétences qui est plutôt unique en son genre. Donc il y aura divers reportages, des témoignages, tout ce qu'il faut pour vous expliquer en fait quels sont les enjeux des travaux réalisés dans cette école. Et il y aura aussi les interventions de nos invités que je vous présente tout de suite. Donc on va commencer avec Claire Baribeau, qui est donc la directrice de EPIA. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. On a Michel Balestra, qui est le président du conseil d'administration SIG. Je vais y arriver. Bonjour. Merci d'être là. Et on a Christian Brunier, qui est le directeur de SIG. Et je vous laisse tout de suite la parole pour l'introduction. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans cet événement, même si je suis un petit peu déçu que ça ne se passe pas en vrai. Mais j'espère que c'est la dernière fois qu'on se voit en digital et qu'on se verra véritablement de nouveau en vrai, comme on l'a fait durant certaines séances. Et puis, c'est important d'échanger et de parler de sujets un peu compliqués, qui sont les sujets de l'énergie notamment, mais c'est aussi bien de finir par un apéro et de continuer à échanger d'une manière plus conviviale. Je salue aussi l'EPIA et sa directrice, notre partenaire de la journée, notre invité. Ce sont des spécialistes véritablement du développement durable et nous sommes ravis d'organiser cet événement un peu conjointement d'une certaine façon. Je vous rappelle que la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2018. En 2018, on avait la chance d'être au soleil, en présentiel, à la Landon. On avait visité le centre nature de la Landon. L'année suivante, on se retrouve à la Fédération des entreprises romandes, la FER, et puis on avait été visiter notre barrage du Seget. L'année passée, bien sûr, on a dû annuler à cause du Covid. Cette année, on était presque en condition d'annuler. Finalement, on a décidé de le faire en digital, mais vu ce que le Conseil fédéral nous a dit, on aurait presque pu se voir, mais ça sera pour l'année prochaine où on se retrouvera, j'espère, dans un lieu sympathique, symbolique aussi par rapport à l'urgence climatique, et puis bien sûr en présentiel. Alors, on vient de vivre une période très difficile. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vos institutions, vos entreprises, vos familles aussi. Néanmoins, on doit vivre une autre épreuve, peut-être beaucoup plus difficile, c'est l'urgence climatique. On a vu qu'avec le Covid, les gens sont arrivés à se mobiliser rapidement, à dégager des fonds, à entreprendre, à être innovants. Eh bien, on doit faire la même chose, mais encore plus fort, plus vite. Et ça, c'est un sacré challenge. Alors nous, à SIG, nous visons clairement la société à 2000 watts. Société à 2000 watts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va diviser la consommation énergétique des Genevoises et des Genevois de 3,5 d'ici 2050. C'est possible, sans se priver. Nous pensons qu'on n'a pas besoin de passer par l'écologie punitive pour réussir ce défi. Nous allons lancer, par exemple, le programme Eco21 déchets pour réduire de 30 000 tonnes les déchets à Genève, sur le modèle un peu de notre programme Eco21 d'efficience énergétique. Nous allons multiplier par 3 la production énergétique locale genevoise, notamment à travers le solaire. Et puis, nous allons investir 1,4 milliard dans les 10 ans à venir pour développer la thermique renouvelable, pour se chauffer et se refroidir de manière écologique. Ce programme va générer quasiment la même somme dans le privé, c'est-à-dire que nous avons un projet éco-industriel de 3 milliards qui va nous permettre de faire du bien à la planète et à l'humanité, de créer de l'emploi et puis de relancer l'économie de manière durable. Et puis on va vous présenter en septembre un pacte climatique. Donc, par rapport à tout ça, il était évident, et par rapport à votre engagement, par rapport aux énergies renouvelables à travers Vital Vert, il était évident qu'il fallait inviter, bien sûr, l'EPIA.
l'EPIA, parce que quand on parle biodiversité, quand on parle énergie verte, on pense forcément à cette haute école qui s'investit beaucoup, avec qui on essaie de développer des projets. On va en développer de plus en plus, je suis persuadé. Ce sont des jeunes qui nous apportent énormément de savoir-faire. Je peux vous dire qu'en matière de recherche et développement, quand les jeunes viennent des HES, de l'université, de l'école polytechnique ou des écoles professionnelles, eh bien, ils nous apportent un sérieux savoir. Donc, on est très fiers de collaborer avec cette jeunesse innovante, avec les professeurs, bien entendu, de cette école brillante. Donc, je vous souhaite une très belle rencontre SIG Vital Vert en digital, malheureusement. Allez, passez un bon moment. Merci, Monsieur Brunier, pour cette introduction. Donc, on l'a bien compris, Vital Vert et EPIA, c'est surtout une convergence d'intérêts pour la transition énergétique. Et finalement, d'après ce que j'ai compris, c'est une combinaison gagnante. Donc, avant qu'on s'intéresse spécifiquement au travail d'EPIA, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous faire voir un petit film d'animation qui a été produit par les SIG et qui rappelle ce qu'est Vital Vert. Aujourd'hui, que peut-on faire avec si peu? Vous pouvez déguster ça, ou encore ça, ou faire ça. Et sinon, avec si peu, vous pouvez changer la qualité de votre électricité et choisir Électricité Vital Vert. L'électricité 100% locale et écologique, produite à Genève par 3 barrages et près de 2500 centrales solaires. Avec si peu, Électricité Vital Vert vous garantit une électricité certifiée Nature Made Star, le label le plus exigeant d'Europe en termes de performance écologique. Comme plus de 70 000 Genevoises et Genevois, en choisissant Électricité Vital Vert, vous participez également au financement de nombreux projets en faveur de la biodiversité et de l'innovation dans le domaine des énergies vertes. Par exemple, la création de zones naturelles favorables à la faune locale en bordure du Rhône, ou le soutien à des travaux de recherche en vue d'accroître les potentiels solaires du canton. Mais surtout, vous pouvez agir concrètement en faveur de la transition énergétique et garantir ainsi un avenir plus durable pour Genève et les générations futures. Bref, vous pouvez faire beaucoup avec si peu. Et vous, qu'allez-vous faire ? Donc, Monsieur Balestra, la vidéo vient de nous parler d'un avenir plus durable pour les générations à venir. Est-ce que c'est vraiment une priorité au sein de SIG ? Est-ce que votre rôle premier, c'est pas simplement, enfin, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais de nous fournir à nous, les Genevois et Genevoises, de l'eau, de l'électricité, de la chaleur ? Alors, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, SIG est depuis plus de 20 ans engagé sur des projets qui sont des projets de distribution des fluides, comme vous les avez identifiés, mais avec une valeur écologique ajoutée. Le projet ECO 21 électricité est le seul projet européen à avoir permis, malgré la croissance économique, de diminuer de 8% la consommation d'électricité à Genève. Et nous sommes sur des gros projets, comme notre directeur général l'a dit en préambule, pour le chauffage à distance, zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, pour SIG, de remplir la mission de fourniture des fluides, c'est la priorité, mais de préparer le monde de demain à son changement de paradigme, c'est une deuxième priorité. Merci pour cette réponse. Donc maintenant, je me tourne vers vous, Madame Baribeau. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au sujet de l'importance de la transition énergétique au sein de votre école ? Alors effectivement, pour EPIA, cette problématique, elle est au cœur de EPIA à double titre. Tout d'abord parce que EPIA, c'est une HES, elle se doit de proposer des innovations qui sont issues de la recherche appliquée et puis de proposer aussi une mise en place rapide de ces innovations. Et puis, il y a aussi l'aspect pratique qui se trouve dans les enseignements qui sont dispensés à l'école, hein, donc qui doivent former des diplômés et ces diplômés doivent d'avoir une formation qui les rend les plus adéquats possibles par rapport aux besoins actuels et futurs de la société. En plus, à EPIA, on a une grande chance, il y a beaucoup de filières d'ingénieurs et aussi d'architectes, et puis on a aussi tout un panel de filières qui sont vertes. Donc on a un vivier très riche et créatif qui peut effectivement répondre à cette problématique de la transition énergétique. En plus de ça, donc dans ce contexte d'urgence climatique, les collaborations interinstitutionnelles sont donc centrales. Hein, donc c'est pour ça que nous sommes
particulièrement reconnaissant à les OCG, puis aussi à Électricité Vitale Vert, de pouvoir collaborer avec eux. Et nous les remercions aussi pour la qualité des relations que nous avons avec eux. D'ailleurs, vous allez voir dans le film qui suit tous les travaux, tous les angles d'attaque que EPIA a mis en place pour amener des solutions pour cette transition énergétique. Et il y a à peu près 50 projets actuellement à EPIA qui tournent autour ou avec la transition énergétique. Il y a aussi autre chose que je voulais dire, c'est que transition énergétique, elle nous amène aussi vers une nouvelle forme de fonctionnement individuel et collectif. Et aussi, elle charrie d'autres bienfaits. Et un majeur pour moi, c'est l'interdisciplinarité, en particulier dans le domaine de la recherche. En l'occurrence, pendant longtemps, on travaillait en recherche dans des silos. Et puis, le fait d'avoir cette transition énergétique a fait que les collaborations inter-instituts a changé, a beaucoup évolué. Et maintenant, on a des collaborations sur lesquelles on n'aurait jamais imaginé auparavant. Donc, je vous donne un exemple tout simple, mais il y en a plein. Par exemple, sur un toit, comment faire cohabiter un toit qui est avec de la végétation, et puis en plus, il faut rajouter des panneaux solaires. Avant, on n'aurait jamais fait travailler les deux ensemble. Maintenant, ils sont obligés de travailler ensemble. Et puis aussi, il y a tout un panel de sensibilisation et puis de vulgarisation envers le public et puis les étudiants. Alors, par exemple, pour l'EPIA, on a mis en place une semaine de management durable qui se produit chaque année pour un grand nombre d'étudiants. Ça leur permet de travailler ensemble sur des thématiques interdisciplinaires. Et puis, par exemple, puisque ça va se produire bientôt, il y a la Cité des métiers au mois de novembre. Donc, on a aussi ici un rôle de vulgarisation envers les plus jeunes. Et en l'occurrence, par exemple, on va montrer un appartement domotisé et comment est-ce qu'on peut optimiser l'énergie dans le cadre de cet appartement. EPIA a aussi une responsabilité au niveau des formations continues, puisqu'on est au service des professionnels en fonction évidemment des domaines d'expertise de l'école. Et puis évidemment, nous devons absolument renforcer et développer cette offre. Et puis finalement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a la chance à EPIA d'avoir un personnel qui est motivé, qui est créatif. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de réponses à trouver aussi rapidement que possible. Et la transition énergétique est vitale pour notre société. Donc, en conclusion, elle est aussi absolument centrale pour EPIA. Voilà. Je vous remercie pour ces précisions. J'en apprends beaucoup également. Merci beaucoup. Donc, on arrive maintenant à la deuxième partie de cette rencontre. C'est là qu'on va découvrir concrètement en images divers projets de recherche qui sont en lien direct avec la transition énergétique. Donc, tous ces projets bénéficient du soutien des fonds Vital. Donc, c'est aussi grâce à votre engagement que ces projets peuvent voir le jour. Donc, merci à vous encore une fois. Pour débuter cette immersion, on va donc aller à la rue de la Prairie. Donc, c'est un peu le QG d'EPIA. Et c'est là qu'on va découvrir nos 3 premiers projets du jour. Je vous rappelle au passage que vous avez toujours la possibilité de poser vos questions à travers le chat du Teams. Vous nous mettez votre nom, l'entité que vous représentez, c'est sous « Mes questions ». Donc, voici la vidéo. Bienvenue à EPIA, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. Avec plus de 1000 étudiantes et étudiants et 350 collaboratrices et collaborateurs, EPIA est un acteur local important dans le domaine de la recherche appliquée en faveur de la transition énergétique. Afin d'illustrer la richesse des travaux qui y sont menés, partons à la découverte de 3 projets concrets, soutenus grâce aux 70 000 Genevoises et Genevois qui ont choisi Électricité Vitale Vert. Pour débuter cette visite, parlons un peu d'énergie solaire. Si les installations photovoltaïques en toiture sont aujourd'hui courantes, nos façades sont trop rarement utilisées pour produire de l'électricité. C'est pourquoi EPIA développe un outil inédit permettant de quantifier leur potentiel solaire. Ça fait 10 ans à EPIA que nous développons le cadastre solaire d'abord du canton de Genève au niveau des toitures, puis plus récemment, nous avons étendu ce cadastre solaire des toitures sur tout le Grand Genève. Mais demain, si on veut sortir du nucléaire, il semblerait qu'on devrait mobiliser pas seulement les toitures, mais d'autres surfaces en milieu urbain, notamment les façades. En façade, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit intégrer vraiment la vraie 3e dimension. Donc il y a tout un travail à la fois de photogrammétrie, et il faut pouvoir aussi modéliser de façon plus fine, plus fiable, le rayonnement réfléchi, qui est beaucoup plus important en façade qu'en toiture. L'objectif ici, c'est vraiment de s'intéresser en fait au rayonnement incident au niveau des façades.
Aujourd'hui, on va chercher finalement à valoriser, à rentabiliser l'ensemble des surfaces pour avoir une production d'énergie locale. Donc, faire des cartographies de plusieurs kilomètres carrés de potentiel solaire, donc à la fois en toiture, au sol et sur les façades. En termes de modifications purement sur le bâtiment, aujourd'hui, on peut imaginer des bâtiments neufs qui vont directement intégrer ces technologies photovoltaïques dans les parois. Finalement, l'idée, ce serait d'avoir des panneaux qu'on ne voit pas. Il y a vraiment un arbitrage à trouver, en fait, entre le côté esthétique, le côté patrimonial et puis les impératifs au niveau énergétique. Je pense que la transition énergétique, c'est aussi un peu la somme des petits pas. C'est vrai que voilà, si on arrive à déjà mobiliser tout le potentiel en toiture et puis progressivement des bonnes façades voilà, dans les bâtis existants et en tout cas dans les constructions neuves, voilà, on va vraiment augmenter, intensifier davantage la production solaire. Pour la suite de cette visite virtuelle, rendons-nous dans le laboratoire où a été développé le projet Enercycle. Il s'agit d'un démonstrateur ludique permettant de comprendre de manière très concrète les efforts à fournir pour, par exemple, faire fonctionner un ordinateur durant 1 minute. Ce dispositif permet de sensibiliser la population au bon comportement en matière d'économie d'énergie. Alors c'est le projet qu'on a appelé Modener. Ce sont des modules de fabrication énergétique qui permettent de faciliter la compréhension des gens. On a imaginé un concept qui permettait de vulgariser d'un point de vue scientifique tout ce qui touchait à l'énergie pour que les gens se sentent concernés par cette transition. L'idée principale étant toujours de bien leur permettre de comprendre comment on pouvait participer à cette transition, même chacun à son niveau, sans avoir besoin de faire énormément d'efforts et d'investir beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'était déjà de pouvoir expliquer en fait l'énergie un peu concrètement, ce que ça donne, qu'est-ce que c'est les watts, qu'est-ce que c'est les watt-heures, la différence entre la puissance, l'énergie. Et puis la production du soleil, pour se rendre compte en fait ce que ça représente comme énergie, eh ben, on peut se mesurer à lui. Par exemple, en pédalant avec un vélo, l'élément de pédalage va produire de l'énergie à travers la petite génératrice. Maintenant, là, le petit développement technologique de l'école ici, c'était de pouvoir en fait de convertir vraiment l'énergie musculaire en énergie électrique, de pouvoir sentir physiquement la force qu'il faut donner pour atteindre, si on veut, la même vitesse que le soleil. Le concept étant des modules ludiques, eh bien, c'est toujours amusant de voir des gens pédaler pour produire de l'énergie et voir ce qu'on en fait réellement. L'axe principal, je dirais, était simplement de montrer aux gens qu'on pouvait battre le soleil. Et en fait, on n'y arrive jamais. Mais ça nous permettait, grâce à ça, d'introduire la discussion au niveau de la transition et puis de bien montrer comment la technologie pouvait aider, favoriser et simplifier cette transition énergétique. Donc du coup, nos recherches à nous sont vraiment applicables et appliquées et mènent la plupart du temps, évidemment, à des résultats concrets. Ça a permis surtout à, y compris certaines communes du canton, de se rendre compte qu'elles-mêmes pouvaient agir d'une autre façon. Si tous les cantons s'y mettent, on arrivera forcément au résultat voulu. Pour terminer cette immersion, intéressons-nous à un projet de stockage d'énergie qui utilise de l'air comprimé dans des ballons immergés dans le lac. Ce dispositif aidera à stocker le surplus d'électricité produit à certains moments de la journée par les centrales photovoltaïques et éoliennes. La motivation, c'est par rapport aux énergies du futur où on va devoir se passer du pétrole et puis du nucléaire. Et puis par rapport à ça, on va avoir recours aux énergies dites renouvelables, tel le soleil, mais tout le monde sait que le soleil, il y en a la journée puis il n'y en a pas la nuit. Donc si on veut véritablement pouvoir utiliser cette énergie de façon continue pour monsieur tout le monde, il va falloir savoir stocker des quantités gigantesques d'énergie. Donc c'est là où le projet dans lequel je travaille avec Eneris, c'est surtout sur la partie conversion d'énergie entre l'énergie électrique et puis l'air comprimé. Notre projet pilote, ce serait de tester les possibilités du Léman, donc à plus de 100 mètres, 100, 200 mètres de profondeur. Là, vous avez la pression hydrostatique de l'eau qui se trouve au-dessus du réservoir, qui contrebalance en fait la pression du gaz. Et donc, vous avez disposition, je dirais, de très grands volumes. On peut gonfler des ballons. Ça va nous permettre de réaliser justement cette compression dite isotherme qui permet justement de garder le gaz à la même température et puis d'être efficace en termes énergétiques. Typiquement, pendant la journée, on a le réseau photovoltaïque de la Suisse ou d'une partie de la Suisse qui alimente des ballons qui seraient situés au fond du Léman. Et puis la nuit, en fait, on récupère cette énergie et puis on la restitue au consommateur. La partie vraiment difficile, c'est la partie de compression de l'air et de décompression. D'où l'utilité et la mise au point de cette turbine scroll corotative. Ce qui est vraiment innovant, c'est qu'en fait, on va tenter de
de mettre au point la technologie qui permet de mélanger un petit peu d'eau avec l'air pendant la compression, mais aussi pendant l'expansion, et donc d'avoir une efficacité énergétique voisine de ce qu'on peut trouver dans le pompage turbinage. Ces 3 réalisations soutenues par les fonds Vital illustrent de manière concrète le lien étroit qui unit EPIA et Vitalvert autour d'un objectif commun, trouver des solutions innovantes et concrètes pour accélérer la transition énergétique. Avec, à la clé, la création d'une réelle valeur ajoutée en termes de savoir-faire et de compétences pour toute notre région. Donc, Madame Baribeau, ce qu'on vient de voir est assez exceptionnel. Je pense que vous pouvez être fière de votre école. Mais ce qui ressort surtout, en fait, c'est cette juxtaposition de compétences extrêmement diverses. On a de la rigueur scientifique, on a des idées novatrices, on a de l'enthousiasme. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait l'énergie de votre école? Alors, tout d'abord, vous avez absolument raison. Je suis extrêmement fière d'être la directrice de cette école. C'est une école magnifique. C'est une école que j'adore vraiment, et même si j'y suis que depuis quelques mois. Et au-delà, vous parliez de juxtaposition. Alors, au-delà de la juxtaposition, moi, je parlerais plutôt d'un tissage d'alliances disciplinaires, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de l'interdisciplinarité. Et ce nouveau tissage, ça permet l'exploration de nouveaux possibles. Et je pense que dans la transition énergétique, on est en train dans un changement de pensée, et c'est absolument nécessaire d'avoir ces nouveaux possibles et ces nouveaux tissages. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, concernant l'enthousiasme, alors je vous confirme, il y a un grand enthousiasme dans cette école, il y a une passion. On imagine toujours que les ingénieurs sont un petit peu comme ça, sur la réserve, et en fait, c'est juste des gens qui sont passionnés, c'est un vrai plaisir. Et c'est une passion du plus jeune au plus vieux. Tout le monde est passionné comme ça. Et si j'ose le dire, c'est une magnifique énergie qui se dégage de cette école. Et j'ai aussi envie de rajouter qu'on est aussi très content d'avoir de la confiance, et on obtient des financements, notamment celui des SIG, qui permet à ces idées, qui sont encore à l'état d'idées, d'émerger et de devenir concrètes. Donc un grand merci aussi au SIG. Voilà. Merci à vous. Mais c'est sûr que pour faire ce qu'ils font, parce que ça prend aussi c'est des heures de travail, c'est des heures de recherche, ça prend énormément de temps. Je pense que si la passion n'est pas là, on va nulle part. Et je me dis que ça doit être assez phénoménal de pouvoir combiner passion et travail dans une école. Moi, ça me donne presque envie de m'inscrire, quoi. Je sais pas vous, mais... Et vous avez raison. Je sais pas si j'ai les compétences, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. Et vous avez raison. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Vraiment. Donc maintenant, pour le projet du jour, on va aller à la rue de la Prairie, hein? Non? Ouais, c'est ça? Non, pardon, je dis n'importe quoi. Pardon, non, c'est pas vrai. On va aller à Lullier, voilà. C'est ça, sur votre site de Lullier, qui est donc sur la rive gauche à Jussy. Et là, en fait, on va découvrir Julien Donzé, qui est donc un cinéaste genevois, qui est le youtubeur le plus connu de la Suisse romande, 2 millions d'abonnés sur sa page YouTube. C'est lui qui va nous guider lors de ce petit passage à Lullier. Donc je lui laisse la parole. Julien, c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'explore, une série dans laquelle on vous parle de projets innovants et écologiques. Je suis le grand JD, vidéaste genevois, et aujourd'hui dans cet épisode, on va vous parler de panneaux solaires et de toits végétalisés. Ces prochaines années, la Suisse vise à remplacer les énergies fossiles par les renouvelables. Et aujourd'hui, l'énergie solaire représente moins de 4% des besoins en électricité en Suisse. Dans ce projet, SIG et l'EPIA cherchent à rendre ce domaine beaucoup plus efficace, en alliant 2 domaines, l'énergie solaire et la biodiversité. Je suis avec Philippe, salut, qui est responsable du projet. Oui. Et donc, c'est toi qui vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces installations solaires. Alors, c'est un test qu'on fait actuellement avec l'EPIA. On essaie de faire cohabiter le solaire photovoltaïque avec la végétalisation sur les toitures. Pour toi, c'est quoi tout l'enjeu de ce projet? L'enjeu de ce projet, c'est produire une énergie verte et avoir en même temps des toitures végétalisées pour protéger les bâtiments. Ces 2 approches, on les connaît déjà, mais on les utilise rarement les 2 en même temps. Et c'est ça le cœur de ce projet, profiter des avantages de chacune pour obtenir de meilleurs résultats. Là, on est vraiment dans la partie des panneaux solaires. Ici, ils vont tester, par exemple, l'angle du panneau, différents matériaux, différentes orientations, différents positionnements, enfin tout est testé sur le panneau solaire. Et juste à côté, vous avez tout ce qui est expérimentation pour les toits végétalisés. On va planter différentes
différentes espèces de plantes, on va tester différentes terres, et cette partie-là est gérée justement par l'EPIA. Dans les situations urbaines, on a beaucoup détruit la nature, donc le fait de recréer des toitures végétalisées, ça permet de ramener un petit peu de nature en ville. Et pourquoi c'est important un tel projet comme ça, en ville ou en général? Ça nous permet finalement d'améliorer nos conditions de vie. On a un petit peu tendance à l'oublier, mais nous sommes issus de la nature, il y a une part de nature en nous et on en dépend. Deuxièmement, de favoriser peut-être le développement des insectes pollinisateurs, les abeilles qui vont produire du miel. Troisièmement, par exemple, de fixer des particules fines. Une étude qui est parue récemment qui montre qu'on pourrait fixer davantage de particules fines sur ces toits s'il y avait davantage de végétation. Puis, on stocke de l'eau sur une certaine épaisseur dans ces substrats qui permet de refroidir localement la toiture. Et la végétalisation va aussi aider les panneaux solaires. Par exemple, elle diminue la température sur les toits en été et ça permet aux panneaux de mieux fonctionner. Et à l'inverse, les panneaux apportent des zones d'ombre qui, mélangées aux zones ensoleillées, permettent d'avoir une plus large biodiversité. Là, on a un premier essai, qui a déjà 4 ans maintenant. On a semé un mélange de plantes très indigènes classiques, tel qu'on pourrait l'observer, je dirais, dans les zones naturelles genevoises. Puis on constate qu'avec une vingtaine de centimètres, comme c'est le cas ici, on a un assez bon recouvrement et on arrive quasiment à reconstituer une prairie sèche naturelle sur un toit. On estime que 20% des espaces encore libres dans les zones urbaines de Genève se trouvent sur nos toits. L'idée, c'est de s'en servir pour y amener un peu de nature et d'y créer de l'énergie verte. Le projet vient à peine de commencer et les équipes se donnent 3 ans pour trouver les bonnes combinaisons. Une fois toutes les expérimentations terminées, ils pourront reproduire ça sur nos toits à grande échelle. J'espère que l'épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro ou alors sur les anciens qui sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux d'SIG. Merci à tous, ciao. Encore une superbe vidéo. Donc nous avons reçu une question pour Monsieur Destieux. J'espère que je prononce le nom correctement. La technologie photovoltaïque en façade permettrait de pouvoir accorder plus de place en toiture à la végétalisation. Néanmoins, les exigences réglementaires pour des bâtiments THPE sont très élevées et le rendement en façade est moindre. Comment peut-on améliorer cette situation ? C'est une question de Jean-Marie Martin, conseiller administratif à Verrier. Monsieur Destieux. Alors, est-ce que vous pourriez vérifier si votre micro est bien enclenché, Monsieur Destieux? Parce qu'on a du mal à vous entendre. Bon, alors on va essayer de garder cette question dans un instant. On va essayer de régler ce problème technique. Et en attendant, moi, Monsieur Brunier, j'ai une question pour vous, parce que la directrice d'EPIA nous parlait tout à l'heure d'un tissage d'alliances disciplinaires. Mais pour vous, à quel point est-ce que c'est important d'avoir des partenaires pour faire progresser la transition énergétique? Elle a parfaitement raison. Moi, je crois à l'intelligence collective et il faut qu'on crée un cercle vertueux de toutes, je dirais, les collaborations possibles. Je prends un petit exemple. Lorsqu'on a lancé le programme Eco21 d'efficience énergétique, on a mis en place un concept d'éclairage intelligent dans les allées d'immeubles. Oui. Les allées qui sont allumées jour et nuit, tous les jours de l'année, etc. Si SIG l'avait fait tout seul, on serait à quelques allées développées. Le fait de transmettre le boulot au PME, PMI Genevoise, premièrement, ça a donné du boulot à l'économie locale, mais en plus, ça a démultiplié la force du concept. Donc voilà, il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. On a un bassin d'intelligence collective magnifique, les organisations internationales, les PME, PMI, les grandes entreprises, les grandes écoles, les entreprises publiques, etc. Il faut qu'on utilise ceci, quoi. On peut vraiment devenir un centre de compétences mondial au niveau de la transition écologique. Ben merci. Merci pour cette réponse. Est-ce que le problème technique a été résolu ou pas? Ou pas? Pas encore, on ne me répond pas. C'est bon?
On est meilleur dans les Alors, on énergies renouvelables écoute. que dans le son. Allô, allô, tu m'entends? Chacun son métier. On écoute Monsieur Destieux. Oui, vous m'entendez cette fois? On vous entend, mais alors très bien, et ça nous fait plaisir. D'accord, merci, moi de même. Donc oui, merci pour la question très actuelle sur le THP 2000 watts. En effet, pour rappel, à Genève, pour une construction THP 2000 watts, il faut une couverture très dense, une couverture très dense en photovoltaïque. On parle de 30 watts de puissance crête par mètre carré de surface de référence énergétique. Donc là, c'est la surface chauffée. Et ce qui est en effet très ambitieux. Et lorsqu'on a des constructions hautes, en fait, donc on a proportionnellement moins de surface de toiture par rapport aux surfaces habitées. Et là, en effet, à partir d'un certain nombre de niveaux de bâtiments, à partir peut-être de 4-5 niveaux, eh ben, la toiture souvent ne suffit pas pour respecter ces 30 watts par mètre carré. Et donc, les façades constituent aussi un moyen de compléter ce potentiel solaire qu'il faudrait pouvoir satisfaire. Et donc, évidemment, la condition, c'est d'avoir des surfaces disponibles en façade, des façades aussi qui ne soient pas trop ombragées. Forcément, il y a plus d'ombre portée entre les façades si on a une certaine densité urbaine. Donc, voilà, selon la configuration du bâtiment, du quartier, c'est un moyen possible pour finalement compléter le manque de surface en toiture. Donc, il y a différents moyens. Les garde-corps des balcons, par exemple, on peut facilement les équiper de panneaux solaires. Il y a de plus en plus d'innovations dans le domaine. Les technologies progressent aussi. Si on a des surfaces des façades pas trop ombragées, on peut aussi avoir une perte de rendement par rapport à des toitures qui vont pas au-delà des 20%. Mais voilà, c'est pas évident. Il y a encore beaucoup d'innovations à faire. Pas mal aussi de pratiques peut-être à changer. On sait que beaucoup d'architectes sont parfois encore un peu frileux, des maîtres d'ouvrage aussi. C'est un certain coût aussi d'avoir des panneaux en façade plutôt qu'en toiture. Mais voilà, avec l'innovation, certainement on y arrivera tôt ou tard. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marie Martin, j'espère que vous êtes satisfait par cette réponse. Vous avez l'occasion de nous faire un petit commentaire s'il reste une question. Donc maintenant, on va quitter Jussy pour aller retourner à la rue de la Prairie, parce qu'on s'est dit que ça vous ferait du bien de faire vos 10 000 pas journaliers. Et on va aller dans une soufflerie qui est un petit peu particulière, et celle-là aussi, elle nous sera présentée par le Grand JD. Bonjour et bienvenue dans J'Explore. Alors d'habitude on est plus en nature à parler d'environnement, mais aujourd'hui ça va être un poil différent. Aujourd'hui je suis à l'EPIA et je vous emmène dans un atelier qui teste des objets plutôt révolutionnaires autour du vent. Vous allez mieux comprendre dans cet épisode. Dans le sous-sol de l'EPIA, des étudiants et un professeur bossent sur des prototypes inédits de drones et d'éoliennes. Bonjour Flavio. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Je suis ingénieur aéronautique, j'enseigne l'aérodynamique ici à EPIA et puis je m'occupe de tout ce qui vole en général, ce qui nage. Je m'intéresse également aux éoliennes. Ce drone qui est sorti donc en septembre 2018 a été utilisé ensuite pour cartographier les dégâts qui ont été créés par l'ouragan Florence qui a touché donc la côte est des États-Unis. Ça, c'est un des premiers drones sous-marins sans fil. Et certaines inventions intéressent des entreprises du monde entier, comme les Américains de la NASA, la Chine ou encore la Norvège. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve au fond de la salle, à commencer par ça. C'est un tout nouveau type de soufflerie, donc une machine qui reproduit le vent. Ce qui la différencie des souffleries classiques, c'est qu'elle n'a pas un seul ventilateur, mais des milliers. Et la possibilité que ça nous offre, c'est de pouvoir générer donc des vents avec du cisaillement. Quel est le cisaillement? C'est en fait une variation de vent, qui est quelque chose qui est très important pour les éoliennes, mais également des conditions de rafale. Tu m'as dit, vous êtes les numéro 1 en Suisse? Dans le monde, oui. Carrément dans le monde? Carrément dans le monde, ouais. Pour cet instrument qui nous permet donc de générer des vents quelconques, qui nous permettent donc de tester et des drones dans des conditions réelles, mais surtout justement dans le contexte de ce projet, des éoliennes. Et ce sont ces éoliennes qui intéressent le Fonds Vital Vert. Grâce à la soufflerie, l'équipe peut travailler pour améliorer les performances des éoliennes et créer de tout nouveaux prototypes.
suis avec Moto. Il faut juste que tu m'expliques qu'est-ce que c'est. Bon, je vois que c'est une éolienne, mais elle est spéciale, elle est particulière. Oui, cette hélice est très particulière parce que on a en fait un système qui nous permet de canaliser de l'air à l'intérieur de toutes ces pales. L'idée, c'est de contrôler l'environnement. Comment le vent s'écoule autour pour adapter l'éolienne et faire en sorte qu'elle fabrique un maximum d'énergie. Quand l'air va souffler à travers la pale, ça va osciller et puis ça va permettre d'affecter tout l'écoulement autour de la pale. Et donc l'idée, en fait, c'est d'améliorer tout l'écoulement autour de la pale en agissant de manière relativement localisée et on pourra augmenter l'efficacité de l'écoulement. Pourquoi vous travaillez aujourd'hui sur des nouvelles éoliennes? Le potentiel éolien dans le monde est gigantesque. Et du coup, notre technologie va permettre d'alléger et en faire en fait de plus grandes à l'avenir et d'aller chercher le vent encore beaucoup plus haut, à 300-400 mètres avec des pales encore plus grandes. Et c'est le genre de technologie qui permettra d'implémenter justement ce genre d'éolienne à l'avenir. Aujourd'hui en Suisse, une éolienne arrive à générer de l'électricité pour 2000 ménages par année. Et avec ce genre de technologie, elle pourrait toucher 3000 ménages. Bon, c'était un sujet décoiffant, ça on peut le dire. Donc on a tous bien compris la diversité et la richesse des travaux qui sont menés quotidiennement à EPIA pour faire progresser la transition énergétique. Et maintenant, on va commencer à échanger ensemble au sujet de Vitalvert, au sujet de la transition énergétique ou tout autre sujet qui s'en rapproche. Et on a une question du public. Donc, le stockage de l'énergie est un enjeu crucial pour le développement du renouvelable. Est-ce que EPIA a d'autres projets de stockage? Je ne sais pas si ici on peut répondre. Est-ce que vous pouvez? Non, mais pas par rapport à l'EPIA. Donc, je ne sais pas si pour l'EPIA. Non, mais pour SIG. SIG, on a une offre pour les clients. C'est notre unité de stockage, c'est notre réseau électrique. C'est-à-dire que finalement, il y a des gens qui produisent beaucoup à un moment donné, mais il y en a qui ont besoin de l'énergie à ce moment-là et qui peuvent la rendre à d'autres moments. Donc, notre réseau peut devenir une pile virtuelle. OK. Donc, on offre cette prestation. Ça évite d'acheter des grosses quantités de stockage qui sont souvent équipés de matériel assez polluant. Et avec notre réseau, vu l'ampleur de notre réseau, on arrive à jouer un peu la bourse de l'énergie en quelque sorte. D'accord. Et par rapport à EPIA, enfin merci pour les SIG, et par rapport à EPIA, est-ce qu'il y aurait des professeurs d'EPIA qui seraient en capacité de répondre à cette question? Alors, on va écouter le professeur Richard. Allô, allô? Oui. Oui, allô? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui, ben écoutez, en fait, disons, c'est effectivement le sujet que j'ai présenté tout à l'heure sur le stockage pneumatique. Donc le lac, effectivement, c'est bien de naviguer dessus, mais en fait, il y a aussi un potentiel par rapport au stockage, parce que c'est des zones qui sont... on a la chance d'avoir un lac qui est relativement profond, et puis donc des grandes pressions où on pourra, disons, exploiter pour du stockage type pneumatique. Mais comme j'expliquais, il y a quand même un gros travail en fait pour cette question de conversion. Donc, mais le potentiel, il est là. Et si on voit plus loin, bien sûr, il y a le Léman, mais pas très loin de chez nous, on a une mer dite Méditerranée qui a de grandes profondeurs avec tout le pourtour méditerranéen. Vous avez, on sait qu'il y a du soleil. Donc là, il y a aussi des couplages qui seront très intéressants à mettre en œuvre. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu plus à la question, mais c'est vrai que c'est des projets pour, oui, pas pour tout de suite, mais c'est pour le futur, quoi. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Balestra? Une toute petite réflexion. Évidemment, cette question est totalement pertinente, mais on a déjà en Suisse aussi de gros ouvrages qui seront en pompage-turbinage, donc avec la possibilité de remonter l'eau quand il y a un excès d'électricité pour produire quand on en a besoin. Et on est aussi sur la réflexion sur l'hydrogène, qui est un gaz qu'on peut produire par électrolyse, qu'on peut stocker et qu'on pourrait turbiner, ou alors on peut en mettre jusqu'à 10% du volume
dans le réseau de gaz habituel. Donc c'est aussi un moyen de stocker la production d'énergie fatale des énergies renouvelables. Oui. Ben, merci beaucoup. Donc tout ça est en réflexion et c'est déjà pas mal s'il est en train déjà d'être fait. Ah, c'est plus qu'en Oui, réflexion. oui, oui, bien sûr, mais par rapport à la question pour EPIA, voilà. Donc, en tout cas, merci au professeur Richard pour sa réponse. Je vais m'adresser encore une fois à vous, Monsieur Balestra. Ben, écoutez, quand on est directeur du conseil d'administration... Président. Président. Attention. Pardon. Donc, quand on a vu tous ces projets qui sont soutenus par Vital Vert, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel message vous avez envie de faire passer aux clients qui sont justement, par leur engagement, et qui permettent la mise en place de ces projets? J'aimerais leur dire merci. Les clients Vital Vert, c'est une communauté avec culturellement la même ambition, c'est de réussir la transition énergétique et de diminuer la production de gaz à effet de serre. À SIG, on a la chance, 30% de notre clientèle fait partie de cette communauté. On a un objectif de 50%. Et cette communauté nous permet non pas de vendre du 100% renouvelable, parce que nous ne vendons que du 100% renouvelable, mais de vendre du fait ici pour ici. Et tout le développement des panneaux solaires qu'on a vus, des toits végétalisés, des centrales participatives, des travaux avec l'aide qu'on apporte à l'EPIA, peuvent être réalisés grâce à cette communauté Vital Vert. Et je demande à tous les clients de SIG de les rejoindre, parce que d'abord, il y a des émissions très intéressantes qui peuvent suivre. Et puis ensuite, ça fera de Genève le leader national de la transition énergétique. Waouh! Donc, par ici, pour ici. Si vous étiez dans le milieu du hip-hop, ça ferait Fubu, For Us, By Us. Parfait, j'adore. La question suivante, c'est pour Madame Baribeau. Donc, pour une école comme EPIA, quels sont les avantages pour bénéficier du soutien des fonds Vital? Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, les chercheurs, évidemment, ils ont plein d'idées, hein, ils sont très innovants, très créatifs, mais le fait d'obtenir un fonds, ça leur permet de donner vie à leurs idées et de les concrétiser. Donc, effectivement, notamment dans le cadre de la transition énergétique, c'est fondamental d'avoir des soutiens tels que Vital Vert, oui, absolument. Et comment vous décririez votre collaboration? Alors, elle est excellente. Et puis, comme je disais, comme on le disait d'ailleurs tous les deux, ce genre, dans un sujet tel que celui-ci, mais il y en a d'autres, l'intelligence est collective et il est nécessaire, plus on est de personnes autour de la même problématique avec un regard différent, plus on a de chances d'y trouver une solution. Donc c'est fondamental et la qualité de la relation est excellente. Donc c'est top, quoi. Donc c'est top. J'ai une question pour Monsieur Brunier. Nous avons aujourd'hui découvert de nombreux projets en faveur de la transition énergétique. Est-ce que vous pensez qu'ils permettront réellement de concrétiser cette transition? Est-ce que vous ne craignez pas que le combat à mener contre le changement climatique soit perdu d'avance? On nous dit c'est trop tard, on nous dit à Genève c'est qu'une petite goutte d'eau par rapport à l'étendue du problème mondial. Bon, si on veut trouver des prétextes pour ne rien faire, on en trouve toujours. Hein. Mais qui vous dit ça? Nous, on veut agir. Et c'est quand on écoute le GIEC, on voit qu'il y a encore des possibilités d'action, que ce n'est pas perdu par rapport aux générations futures et générations actuelles, et il faut se bouger. Et nous, on a décidé de lancer un pacte climatique. Et notre pacte climatique, il est tout simple. Il sera présenté en détail en septembre. Mais le pacte climatique, c'est de dire, premièrement, on doit être exemplaire. Donc, on va vraiment travailler pour décarboner très vite, d'ici 2030, les activités des SIG. Ensuite, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour la société au sens large du mot. C'est tous nos projets, les projets solaires, les projets de géothermie, les projets de thermique renouvelable, etc. On a une étendue de sujets magnifiques à mener dans les années futures. Et puis ensuite, c'est nos zones d'influence. Comment influencer nos clients, comment influencer le monde politique, comment influencer nos partenaires. C'est vrai par exemple, en travaillant sur la formation des chauffagistes, en travaillant sur la formation des électriciens pour les métiers futurs, eh bien, on voit qu'on peut faire des choses. Donc, si on s'y met tous, eh bien, on pourra, comme je disais tout à l'heure, devenir une sorte de capitale de l'environnement, un centre de compétences mondiales, et puis on pourra montrer que la décarbonisation, ce n'est pas un rêve, c'est possible. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin dans le monde de voir que c'est possible, et à Genève, on a
les moyens humains, comme on le disait tout à l'heure, les moyens financiers aussi quand même, et puis on a de la chance parce qu'on a un territoire relativement préservé. Donc montrons que c'est possible, mais c'est vrai qu'il faudra faire vraiment beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Mais c'est surtout en fait l'idée de se dire que si tout le monde, en fait, si on se met tous ensemble à faire cet effort-là, bah, effectivement, le résultat finira par être là, quoi. Exactement. Il ne faut pas être fataliste. L'effet papillon. À l'attention de Monsieur Balestra, donc pensez-vous que la situation extraordinaire que nous affrontons depuis plus d'1 an aura un impact sur la mise en œuvre de la transition énergétique? En d'autres termes, la récente crise sanitaire économique peut-elle servir à accélérer la transition énergétique ou au contraire, est-ce que c'est plutôt un coup de frein? Alors, en 2 temps, cette crise, évidemment, que je suis empathique et solidaire avec tous ceux qui souffrent dans leur santé ou dans la santé économique de leur entreprise, et il y en a encore. Ce n'est pas derrière nous. Pour SIG, je peux affirmer que ça n'a pas ralenti le fonctionnement, les projets et les résultats de SIG pendant cette période. Maintenant, sur les chantiers, peut-être qu'il y aura quelques retards, mais les retards que nous aurons sur les chantiers à cause de la Covid me semblent moins dommageables que ceux que nous aurons à cause d'oppositions de principe qui n'ont rien à voir en termes de proportionnalité avec la nécessité de l'urgence climatique et la nécessité de réaliser ces travaux. Donc le problème sera plus relationnel, culturel et politique que opérationnel pour SIG. Merci. Alors ça, merci. C'était bien envoyé. Madame Baribeau, à l'heure actuelle, est-ce que c'est compliqué pour votre école de trouver des partenaires qui sont prêts à soutenir vos projets? Est-ce que la crise a changé quelque chose? Alors, je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur les projets de recherche? Oui, parce que dans les HES, les projets de recherche sont éminemment axés sur la pratique et que vu que les écoles étaient fermées, que beaucoup de lieux étaient fermés, on n'arrivait simplement pas à faire la recherche telle qu'on voulait la faire. Donc il y a eu, pas un arrêt, mais il y a eu un fort ralentissement. Donc ça, c'est vrai. Et là, mais bon, on espère tous que ça puisse, d'ailleurs ça redémarre un peu maintenant, et on espère tous que ça puisse aller bien mieux dans les mois qui viennent. Concernant la deuxième question, est-ce qu'il est facile de trouver des partenaires? Alors, évidemment, on trouve toujours que ce n'est pas assez facile. Hein, on aimerait toujours que ça soit beaucoup plus facile, mais je pense qu'on n'est pas une école, on n'a pas à se plaindre, parce que des partenaires de recherche, on en trouve, et ce d'autant, la raison en est parce que les chercheurs sont très axés sur la pratique et les problématiques de la société. Ils répondent à une des missions des HES qui est de répondre à ces problématiques de la société. Ils le font fort bien, donc naturellement, il y a des projets qui découlent dû à cette belle qualité et leurs compétences. Donc oui, nous en trouvons. Merci. Monsieur Brunier, les clients Vitalvert réunis aujourd'hui représentent des entités très variées. Donc on a des grandes entreprises, il y a des PME, il y a des entités publiques, il y a des associations, des fondations. Selon vous, qu'est-ce qui constitue l'ADN commun des membres de cette communauté, mais je vais y arriver aujourd'hui, cette communauté Vitalvert? Moi, je pense que c'est la valeur commune de faire mieux pour la planète. On parle souvent des entreprises qui polluent, et il y en a, hein, mais on ne parle jamais de la quantité énorme d'entreprises, d'institutions, d'associations qui s'engagent face à l'urgence climatique. Et par rapport à SIG Vital, on le voit, les résultats, ce sont vraiment... Alors, il y a bien sûr des particuliers, hein, des familles, mais il y a beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations internationales qui portent ces valeurs-là. Donc, il y a un travail colossal des entreprises, il faut les saluer. Et puis, il y a aussi, il faut le reconnaître, une pression de la clientèle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui doivent se profiler au niveau environnemental, autrement ils perdent leurs clients. Et c'est une belle image de marque, mais ça s'appuie vraiment sur de vraies valeurs, et ce n'est pas simplement de la poudre aux yeux ou une mode passagère. Ben, je vous remercie. Et puis évidemment, on vous remercie, vous, qui êtes là exactement pour cette raison. Monsieur Balestra, la loi CO2 a été refusée par le peuple suisse le 13 juin dernier. Qu'est-ce que cela implique pour SIG? Est-ce que cela joue en défaveur de la transition énergétique ou pas? Bien, ce qu'on savait avec cette loi sur le CO2, c'est qu'il y aura un prélèvement fiscal
qui seraient redistribués pour des projets écologiques ou de transition énergétique. Donc, on peut imaginer que certains de nos projets auraient pu bénéficier d'une aide de la loi sur le CO2. Mais je pense que SIG est suffisamment engagé, suffisamment autonome, suffisamment concentré sur l'objectif pour ne pas être impacté par le non à la loi sur le CO2. Merci. Madame Baribeau, c'est encore à vous de répondre. Quelle est votre vision concernant l'évolution de la recherche en matière de transition énergétique à EPIA et dans quelle direction vos projets vont-ils évoluer d'ici une dizaine d'années? Donc en gros, c'est quoi le plan à long terme? Alors déjà, je pense au niveau de l'évolution de la recherche en matière de transition énergétique, moi je pense que ça va considérablement augmenter. Ça devient une vraie problématique de société à laquelle il faut répondre. On voit bien qu'il y a des injonctions qui sont importantes, qui sont urgentes. Donc naturellement, je pense que ça va se développer. Et pour les raisons aussi que je vous disais, on travaille de plus en plus dans l'interdisciplinaire, donc on arrive à apporter des réponses qui sont innovantes. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui va être d'autant plus important. Et d'ailleurs, on y travaille aussi au niveau des études. Pendant longtemps, on s'est posé la question, tout ce qui est durabilité, transition énergétique, est-ce qu'on doit changer la façon d'enseigner? Et effectivement, c'est ce qu'on fait. On apporte des nouveaux enseignements, donc on va tous là-dedans. Donc oui, ça va changer et ça va augmenter. Oui, absolument. Très bien. Monsieur Brunier, la dernière question vous revient. Donc, de par leur choix d'électricité, les clients Vitalvert contribuent à un pan primordial de la transition énergétique à Genève, à savoir le développement du solaire. Pensez-vous que Genève réussira à atteindre l'objectif ambitieux de 350 MW de capacité installée d'ici 2030? Et si oui, comment? On n'a pas le choix, on doit l'atteindre. Par contre, il est très très ambitieux cet objectif et on l'atteindra justement en travaillant en réseau avec plein de personnes. Et il faut qu'on facilite, comme on le fait déjà depuis quelques années, la vie de nos clients qui ont envie de placer des panneaux solaires. On doit le faire en permettant à des gens qui sont par exemple locataires de pouvoir financer des centrales solaires alors qu'ils ne peuvent pas mettre de panneaux sur leur toit puisqu'ils sont locataires. Et ça est notre financement participatif. On doit le faire... On le présentera plutôt au début de l'année prochaine, parce qu'on est en train d'industrialiser un peu le mécanisme. On a fait un test avec quelques communes où on rassemble plein de personnes, plein de propriétaires, c'était des propriétaires de villas en l'occurrence, en leur disant on fait une démarche tous ensemble. Et ça, c'est très sécurisant. Parce que quand vous êtes tout seul à faire une démarche de mettre des panneaux solaires, vous ne connaissez pas les entreprises, vous ne connaissez pas le marché, etc., ce n'est pas très rassurant. Et on les accompagne pour choisir les meilleurs fournisseurs, pour suivre les travaux avec eux. Et puis, c'est vrai que quand le voisin fait la même chose que soi-même, eh bien, ça crée une dynamique. Et là, on a des résultats éclatants. Donc, on a fait un pilote. Pour le moment, on se tait un peu, je le donne en primeur, en exclusivité à nos clients Vitalvert. Et on voit que ça crée des dynamiques. Donc, on a plein de solutions de ce genre. Il faudra qu'on les mette tous en application pour pouvoir développer. Il y a encore plein de toits, on l'a vu, et des façades aussi, qui n'ont pas de panneaux solaires. Donc, on a vraiment un potentiel. Je rappelle que le soleil produit environ 8 000 à 10 000 fois la consommation annuelle de la planète. Donc on a un potentiel, bien sûr, la transformation en énergie n'est jamais simple, mais on a un vrai potentiel pour pouvoir couvrir les besoins de Genève assez vite. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois d'ailleurs. Donc on arrive bientôt au terme de cette rencontre. Et puis pour conclure, je vais me tourner évidemment vers... le seul et unique président. Je vous laisse donc conclure. Merci, Madame la directrice de l'EPIA, Mesdames, Messieurs, chers représentants de l'EPIA, Monsieur le directeur général, cher Christian, comme tu l'as souligné, en ouverture de cette rencontre, l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés nous oblige à agir rapidement. Afin de relever ce défi, il est essentiel d'œuvrer de manière concertée afin de tirer profit, par le tissage, des différentes compétences qui font la richesse de notre territoire. Cette troisième édition Rencontre Vitalvert a permis d'illustrer quelle manière cette collaboration peut matérialiser au travers d'un cercle vertueux des projets qui sont concrets.
L'engagement pour Vitalvert permet en effet de soutenir divers travaux confiés à l'EPIA, travaux aboutissant à des solutions innovantes, comme on a pu le constater dans les vidéos. Par ailleurs, cette coopération nous permet d'aller bien au-delà de ces réalisations présentées aujourd'hui. Elle participe au développement d'un véritable savoir-faire dans un domaine d'activité qui constitue un enjeu majeur pour les décennies à venir. Donc, mesdames et messieurs, chers clients, votre engagement conjoint contribue au positionnement de Genève en tant que pôle de compétences dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables. Cette recherche d'excellence est synonyme de dynamisme pour notre tissu économique et finalement stimulante pour l'emploi de notre région. Il s'agit d'une belle démonstration, s'il était utile de la faire, que l'économie et l'environnement ne doivent pas être opposés. Je tiens à remercier l'EPIA pour son rôle formateur. Cela est fondamental dans la mesure où le devenir d'une société se dessine à travers la formation de ces jeunes générations. Le millier d'étudiantes et d'étudiants actuellement à l'EPIA seront demain un réel atout pour la compétitivité de Genève. Pour toutes ces raisons, je tiens à remercier sincèrement toutes nos clientes et tous nos clients Vitalvert. Merci de faire partie de la communauté du fait ici pour ici. Genève a besoin de vous. Genève a besoin de vous pour pouvoir concrétiser des innovations et atteindre nos ambitions. Comme nous arrivons au terme de cette rencontre, en dépit de son format très particulier, j'espère que vous y aurez trouvé un maximum d'intérêt. Avant de conclure, permettez-moi encore de formuler 2 vœux pour l'avenir. Je souhaite d'une part que les projets de recherche présentés aujourd'hui fassent prochainement partie de notre vie quotidienne à travers des applications concrètes. Et d'autre part, j'espère vivement que nous aurons à nouveau la possibilité en 2022 de nous retrouver en présentiel, car je suis convaincu qu'en plus d'informations technologiques ou sur des innovations, nous avons besoin de boire un verre ensemble, de nous serrer la main et d'avoir le plaisir de nous rencontrer, puisque l'interaction de manière humaine est beaucoup plus chaleureuse que celle à travers les nouvelles technologies. Je tiens à vous remercier tous encore une fois et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup, Monsieur Balestra. Donc cette fois, c'est vraiment le terme de cette 3e rencontre Vitalvert. Nous espérons que vous y avez pris du plaisir. J'espère qu'on a quand même réussi, malgré tout, à apporter un peu de chaleur à cette rencontre visuelle. Et j'espère que vous avez fait des super découvertes extrêmement intéressantes, mais je n'en doute pas une seconde. Donc il me reste à vous remercier de votre participation. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Ciao.